Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire organisé par la BU R&D du pôle R&D du cabinet Nexialogue. Donc, ce webinaire sera animé par Adrien Misco, qui est manager R&D, et moi-même, Areski Cousin, senior manager R&D. Il portera sur une problématique que nous avons étudiée depuis un certain temps au pôle R&D, qui est la régression par processus gaussien et ses applications pour interpoler des surfaces de prix en absence d'opportunité d'arbitrage. Donc, juste pour rappeler, en fait, cette présentation est issue de travaux de recherche du cabinet et les travaux sont consultables sur le site du cabinet dans la rubrique Publications, R&D Publications, où vous trouverez l'article correspondant à ce webinaire. Je vais laisser la parole à Adrien pour l'introduction. Alors, bonjour tout le monde. Alors, nous allons chercher à comprendre du coup comment interpoler les différents facteurs de risque sous contrainte de forme. Donc, on peut chercher déjà à comprendre pourquoi devoir avoir besoin de l'intégralité de l'info. Il y a trois grandes raisons. Il y a tout d'abord pour valoriser des produits exotiques. Typiquement pour des Bermudas, vous allez avoir besoin de toute la nappe de vol, y compris pour des maturités illiquides. Et en même temps, en fait, la plupart des banques vont utiliser des macro-hedges, vont chercher à hedger, notamment via des modèles. Donc, bien calibrer leur modèle est un prérequis. Autrement, le hedge peut ne pas être bon et du coup, la banque en prend un risque. On pourra notamment parler des modèles type Saber, dont on reviendra tout à l'heure. Et en même temps, il y a pour toutes les problématiques de type VAR qu'on n'évoquera pas aujourd'hui. Alors, on va voir premièrement comment toute la théorie de comment interpoler via le JP. Le JP étant une technique de machine learning. Nous, dans l'article, l'approche innovante est de pouvoir interpoler via contrainte de non-arbitrage. Aujourd'hui, vu que tout le monde n'est pas habitué avec les méthodes de machine learning et le JP, on va plutôt focaliser par rapport aux méthodes dites courantes et on mettra moins en avant la partie innovante. Là, encore une fois, pour les gens curieux, on vous renvoie vers l'article qui est public. Puis nous allons appliquer du coup notre technique à un cube de vol, donc cube ténor maturité strike dans le monde des taux. Puis nous allons voir du coup les résultats, la perf engendrée par le JP, en quoi elle permet d'être meilleure que l'état de l'art actuel. Et enfin, on verra qu'on a voulu créer un algo qui n'est pas uniquement utilisable dans le monde des taux non linéaires, mais qui est applicable à tous les environnements, à partir du moment où votre prix a une contrainte de non-arbitrage. Donc, on peut évoquer du coup les courbes de crédit, les courbes de taux, les nappes de vol pour l'equity et plein d'autres domaines. On a fait le choix, là, dans la presse, de nous focaliser par rapport au cube de taux non linéaire, car c'est le cadre qu'on a jugé être le plus compliqué et le plus global. Alors, on va effectivement axer la première partie de la présentation sur la régression par processus gaussien. Donc, c'est une technique de machine learning supervisée, d'apprentissage statistique supervisé, qui repose sur des processus gaussiens. Donc, à la base, il y a des techniques de statistiques bayésiennes avec un prior, et le prior, dans ce cadre-là, c'est un processus gaussien. Donc, je vous propose qu'on revienne rapidement sur cette notion-là. Donc, un processus gaussien, c'est simplement la généralisation d'un vecteur gaussien multivarié à une infinité d'indices, un indissage qui est dans un espace R puissance D. Donc, on a c'est comme si on avait un vecteur gaussien de taille infinie. Et ce qui caractérise, comme pour les vecteurs gaussiens, donc la moyenne et la covariance, pour les processus gaussiens, ça sera la fonction moyenne, que vous voyez là, qu'on va appeler mu dans la suite de l'exposé, donc qui donne pour tout point du domaine d'entrée x dans RD l'espérance de la sortie, y de x, et la fonction de covariance, qui caractérise en fait la corrélation entre les sorties à deux points différents du domaine x et x'. Donc on va noter K dans la suite, la fonction de covariance qu'on va appeler aussi le kernel.
Et ce kernel, en fait, on va voir qu'il y a plusieurs familles qui sont utilisées pour la régression GP. Donc, c'est des familles paramétriques et on verra comment estimer les paramètres du kernel, ce qui revient en fait à entraîner le processus gaussien sur nos données. Alors, la régression par processus gaussien, donc on va l'aborder d'abord dans un cadre classique et on va voir dans un second temps comment l'étendre en présence de contraintes de forme. Contraintes de forme en fait qui sont requises si on veut prendre en compte l'absence d'arbitrage, d'accord? Donc on va voir typiquement que l'absence d'arbitrage se traduit comme des contraintes de monotonie ou de convexité sur notre surface. Et ça peut pas être pris en compte dans l'approche classique, d'accord? Donc on verra. Donc pour comprendre l'approche qu'on a utilisée, on va revenir d'abord dans le cadre classique, hein, c'est sur lequel on s'appuie. Donc l'objectif, c'est d'estimer une surface, une fonctionnelle f à partir de quelques observations en fait, de la fonction à différents points du domaine. Donc x1, xn, c'est des points dans un domaine qui peut être multivarié. Hein, donc x1, xn, c'est potentiellement des vecteurs d'input. Et nous, ce qu'on observe, c'est des réalisations donc, qui sont des scalaires y1, yn. On cherche à estimer, en fait, à reconstruire une surface à partir de quelques observations à différents points du domaine. Donc pour ça, on va utiliser une approche bayésienne. Donc on va supposer que f admet une distribution a priori. Donc on va se donner un prior pour la fonction f. Donc pour ça, il nous faut un prior dans une distribution, en fait, dans un espace de fonctions. Et les processus gaussiens sont des outils parfaitement adaptés pour décrire ces objets-là. En fait, en gros, ça représente des distributions dans des espaces de fonctions. Donc là, ce que vous avez en bas à gauche, c'est un graphique qui montre des réalisations d'un prior GP. Voilà, donc vous voyez que c'est en fait un a priori qui est assez large. En fait, il va explorer en fait l'ensemble de l'espace. Là, on est en 1D. Hein. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir la distribution, faire de la régression GP, c'est construire ou calculer la distribution a posteriori de ce Y, ce processus gaussien, connaissant certaines valeurs de la fonction f. Donc, connaissant en fait certaines observations de Y au point x1, xn. Donc là, c'est ce que vous avez à droite, en fait, c'est les trajectoires. Donc, c'est ce qui résulte de la régression GP, c'est-à-dire les trajectoires de la distribution a posteriori de Y connaissant les observations, d'accord, qu'on a de la fonction. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, dans ce cadre-là, c'est que la distribution a posteriori, elle est explicite. Enfin, on peut la caractériser. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cadre gaussien. Et c'est là vraiment la puissance de ce cadre-là. Hein. C'est qu'on a la stabilité de la loi gaussienne par conditionnement linéaire. Et on a des formules explicites, en fait, pour la moyenne, la fonction moyenne et la fonction de covariance de la distribution a posteriori. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire typiquement ce type de simulation. Alors, ce qu'on observe à droite, en fait, c'est que, en fait, la variance des réalisations se resserre quand on est dans le domaine d'expérience. C'est-à-dire, typiquement, au point observé, on n'a pas de variance, donc on a une interpolation pure. Et quand on est en dehors du champ d'expérience, on a beaucoup de variance et donc une incertitude qui est plus grande. D'accord. Donc, un des intérêts aussi du GP, de la régression GP, c'est de quantifier l'incertitude et en même temps de faire de la prédiction sur des surfaces connaissant quelques observations. Alors, pour vous donner quelques idées de noyaux, de fonctions de covariance qui sont usuellement utilisées en fait dans ce cadre-là. Là, donc c'est des fonctions qui sont en 1D, hein, donc c'est quelques noyaux gaussiens de kernel en 1D. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelques paramètres. Hein, donc le θ qui capture la dépendance entre deux points, le sigma, la variance en fait marginale. Et ce qui est intéressant, c'est que la régularité en fait du prior, des trajectoires en fait du processus gaussien, découle de la régularité du kernel. Okay, elle est héritée de la régularité du kernel. Donc là, par exemple, si vous choisissez
un kernel qui est doublement exponentiel, ou le kernel gaussien, en fait, vous allez avoir, qui est de classe C infinie, vous allez avoir des trajectoires là à droite, vous voyez en haut à droite le graphique, ça vous donne des trajectoires pour le processus gaussien qui sont de C infini. Si votre phénomène, il est plutôt de classe C0, donc vous allez plutôt utiliser un noyau exponentiel. Là, en bas à droite, vous voyez des trajectoires qui sont nulle part différenciables. Alors, ce qui est important de faire, évidemment, c'est une fois qu'on a sélectionné la famille de kernels, c'est d'estimer les hyperparamètres. Donc là, ici, on a la moyenne du prior, le sigma, le θ. Il y a deux façons de procéder, connaissant les données, hein. Soit par maximum de vraisemblance, c'est un petit peu le cas classique, comme on sait que notre y au point d'observation, en fait, c'est un vecteur gaussien. En fait, on est dans un cas d'une fonction de vraisemblance qui est gaussienne. Donc là, c'est la log vraisemblance, que vous voyez, et elle est calculable explicitement en fonction des paramètres. Donc on peut la maximiser pour trouver les paramètres qui matchent le mieux, pour lesquels le modèle est le plus cohérent. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, la propriété essentielle en fait, de la régression de JP découle de ce résultat-là. En fait, c'est ce résultat-là qui rend en fait cette technique opérationnelle. C'est la stabilité des vecteurs gaussiens par conditionnement linéaire, hein. Donc, on est capable de donner la loi a posteriori de Y, sachant nos observations. Donc ici, c'est de l'interpolation pure, hein. On verra qu'on peut étendre ce cadre-là avec des observations bruitées et des relations linéaires, un conditionnement linéaire. Mais dans ce cadre-là, en fait, donc le processus Y, sachant que Y au point d'input X est égal à Y, donc nos sorties, donc sachant quelques observations, est un processus gaussien. Et il est caractérisé par une moyenne conditionnelle et une variance conditionnelle qui sont explicites en fonction du noyau, d'accord, qu'on peut donner en fonction du noyau. Donc mu, c'est la fonction moyenne. K, c'est une fonction, un vecteur qui dépend du kernel. La matrice K, ici, que vous voyez qu'on inverse, c'est la matrice de covariance du processus du prior considéré au point d'input. Ça va être très important parce qu'en fait, tout va reposer sur l'inversion, la complexité, en fait, elle est portée par l'inversion de cette matrice-là. Donc, la complexité, ça va être en grand taux de N3 parce que la taille de cette matrice, ça correspond au nombre d'observations. Donc, voilà, on peut être un petit peu limité pour appliquer cette technique lorsqu'on a beaucoup d'observations, hein, parce qu'on est à plus de 1000, 2000 observations. C'est une technique qui va être compliquée à appliquer parce que cette inversion, elle est coûteuse. Après, il existe des extensions scalable, hein, du GP. Alors, juste pour interpréter ce résultat, la première ligne, donc la fonction moyenne, ici, c'est notre estimateur de notre surface. Et ce qu'on peut constater, c'est quand petit x est remplacé par grand X, donc les points d'input observés, on va avoir le prédicteur qui est égal à Y. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est que c'est un prédicteur linéaire sur les Y, donc c'est en gros comme un lissage qui est effectué sur les Y. Et lorsque petit x égale grand X, en fait, on va avoir la prédiction qui match exactement les observations. Donc, on a ici de l'interpolation pure. Et la fonction de covariance, elle est très utile, notamment pour quantifier l'incertitude, hein. Et ce qu'on remarque, c'est que la covariance, la variance, par exemple, si on fait x égale x', la variance en un point, en fait, elle est corrigée, c'est la variance du prior, corrigée d'un terme, donc diminuée d'un terme, en fait, qui capture l'apport d'informations. D'accord ? Quand on observe une information sur la surface, ça va diminuer la variance autour du point observé. D'accord ? Et ça, ce terme-là capture ce phénomène. Alors, ce cadre-là peut être étendu en fait à des conditionnements qui sont écrits sous forme d'observations bruitées. Donc, ça, c'est très utile quand on a des prix, par exemple, de produits illiquides. On n'est pas certain en fait que notre surface elle fit parfaitement le prix d'une option, ou alors qu'on a un bid-ask, on peut considérer que le bid-ask, en fait, que le bid et le ask sont des réalisations en fait bruitées au même point input.
Donc ça peut être très utile pour capturer en fait l'incertitude qu'on a sur la data, sur les données. Et puis, il y a certains problèmes aussi qui s'expriment pas sous forme d'interpolation, hein, comme Y égale B, mais en fait où le conditionnement est linéaire. Ça, on va voir un exemple tout à l'heure. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, dans ce cadre-là, ce qui change, c'est qu'au lieu d'avoir, on a la matrice A en fait qui va apparaître dans la moyenne conditionnelle et la covariance conditionnelle, et le sigma, vous voyez là en rouge, correspond à la covariance du bruit, donc du bruit en fait des observations. Ce sigma en fait, on peut le paramétrer, on peut estimer ce bruit en fait par max de vraisemblance, mais il a pour effet en fait de lisser la surface prédite. Alors, maintenant qu'on a vu le cadre GP classique, alors nous, on cherche à incorporer des contraintes d'absence d'opportunité d'arbitrage. Et ces contraintes, en fait, elles se traduisent en général par des propriétés de monotonie ou de convexité sur les surfaces de prix. Donc, ces monotonies, ces convexités peuvent être décrites dans plusieurs axes, plusieurs dimensions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces contraintes-là, en fait, de monotonie et de convexité, elles sont typiquement infinidimensionnelles, au sens où pour vérifier qu'une fonction elle est monotone, ben, il faut une fonction sur un espace d'entrée continue. Il faut vérifier que pour chaque point consécutif, en fait, on a les valeurs qui sont ordonnées, les outputs qui sont ordonnés. Et donc ça, si on veut le faire dans un cadre général, c'est une infinité de checks, de vérifications qu'il faut faire. Donc ça pose un problème de vérification de la contrainte. Et un autre défi, en fait, pour incorporer ces contraintes d'absence d'arbitrage, c'est le fait que conditionnellement à des contraintes d'inégalité, par exemple la croissance ou la convexité, ça peut se traduire sous forme d'inégalité, la distribution conditionnelle n'est plus gaussienne. Le conditionnement, lorsqu'il est linéaire, que c'est une égalité linéaire, ça fonctionne, mais lorsqu'on a des inégalités linéaires ou non, on sort du cadre gaussien. Donc là, on sort du framework classique et opérationnel, donc il faut adapter la régression de GP à ce cadre-là. Et donc la solution qu'on a proposée, elle repose sur une approximation du prior gaussien, du GP, du prior GP, par un processus qui est finidimensionnel et en réalité qui est une approximation linéaire du prior, linéaire par morceau. Donc c'est comme, là il y a une petite représentation à droite, c'est comme si on avait un prior, donc comme on a vu tout à l'heure, avec des trajectoires continues ou des trajectoires voilà, de classe CK, et on veut approcher cette fonction par une fonction linéaire par morceau. Voilà. Et donc plus on va raffiner la grille, plus on va considérer une grille avec beaucoup de nœuds, plus cette approximation va converger vers la fonction prior d'origine. Donc on a un prior d'origine qu'on approche par une version linéaire par morceau. Cette version linéaire par morceau, elle est finidimensionnelle parce que finalement pour l'encoder, on a besoin uniquement des valeurs de la fonction au nœud de la grille. Et finalement, pour vérifier la monotonicité ou la convexité, c'est assez simple, hein. En fait, une fonction linéaire par morceau, pour montrer qu'elle est croissante, il suffit de vérifier que chaque valeur au nœud sont ordonnées, enfin sont croissantes. D'accord? Donc ça nous donne un nombre fini de checks, de vérifications, pour s'assurer que la fonction est croissante sur tout le domaine d'entrée. Donc ça, c'est important. Donc voilà comment on a fait. Et au lieu d'utiliser en fait la moyenne conditionnelle ou le prédicteur dans le cadre classique, qui n'est pas atteignable en fait dans ce cadre contraint, parce qu'on n'a pas la distribution conditionnelle de manière analytique. Ce qu'on a utilisé, c'est un prédicteur basé sur le mode. C'est le mode de la distribution conditionnelle. Et en fait, il est assez simple à calculer. On peut montrer qu'il est solution d'un problème d'optimisation quadratique. Très bien. Alors du coup, maintenant, on va chercher à comprendre comment on peut l'appliquer à un cas pratique. Alors, très rapidement, bon, le produit n'est pas très compliqué, mais c'est pas grave de ne pas le comprendre. On prend le produit emblématique du monde des taux non linéaires, les swaptions. Donc, en gros, ça nous donne l'opportunité de rentrer à T1 dans un swap de maturité T2 moins T1.
Donc, comme tout actif, il a 3-4 contraintes de non-arbitrage. Le prix doit être positif. On doit être monotone et convexe par rapport au smile, pardon. Et une particularité qui est liée au monde des taux non linéaires, qui est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire planaire. Donc, en gros, on est dans un produit qui a 3 dimensions, et dont 2 qui vont être quand même dépendants, le ténor et la maturité. Alors là, on dit quoi? On dit qu'un produit qui démarre à T1 de maturité T2-T1, plus le fait de rentrer dans un produit à T2 de maturité T3-T2, va toujours être plus cher que de rentrer dans un produit à T1 de maturité T3-T1. Alors, on peut le démontrer, hein, il n'y a rien de compliqué. En gros, là, vous payez uniquement le choix. Là, vous avez le choix de rentrer dans 2 swaps différents. Et du coup, vous allez devoir payer quelque chose. Et c'est lié en fait à la volatilité. Alors, maintenant, très rapidement, je vais introduire le modèle Saber, qui est le modèle avec lequel on a benchmarké les perfs du JP. Alors, le modèle Saber est un modèle de diffusion du coup à 2 facteurs, mais il est en même temps utilisé par les banques pour interpoler les nappes de vol. On l'utilise même pour encoder en gros toute l'info d'un smile à l'intérieur de 3 paramètres. Alors, les 3 paramètres, vous allez avoir du coup le sigma, qui va représenter du coup la vol à la monnaie, le alpha, la vol-vol, ou la convexité, et le rho, qui est du coup, on en reparlera tout à l'heure, qui représente le rapport entre la droite du smile et la gauche. Il y a 2 autres paramètres là que vous pouvez voir intervenir. Le bêta, qui n'est pas réellement un paramètre, hein, qui est très peu mis à jour par les banques, généralement égal à 0, 1,5 ou 1, ou des modèles plus compliqués, hein, mais on ne le met pas régulièrement à jour. Et le shift, qui lui, du coup, dérive de la conjoncture actuelle, où on avait les taux négatifs. Du coup, il a fallu shifter les forwards pour les ramener côté positif, pour pouvoir tolérer des modèles type log normal. Voilà. Donc, ce modèle, en gros, les 3 paramètres, je vous ai uniquement mis un smile pour vous faire comprendre comment les 3 paramètres nous permettent de décrire le smile. Donc, on a parlé du coup de la vol. Le vol va contrôler le niveau à la monnaie. On a l'alpha, la convexité, qui, elle, va piloter à quel point votre U va être pentu ou plutôt flat, plutôt plat. Et enfin, le rho va vous augmenter le rho, créer un mouvement rotatif du coup de la figure vers la gauche. Donc, on comprend que les 3 paramètres, que le modèle est relativement intuitif, qui est probablement une des raisons pour laquelle il est fortement utilisé chez les banques. Et en même temps, en comprenant les 3 paramètres, on comprend que pour pouvoir calibrer ce modèle-là, il est important de pouvoir récupérer de l'info autour du smile. Si vous avez uniquement des points vers la droite et éloignés, vous allez avoir du mal à calibrer les 3 paramètres. Pareil, être uniquement dans une région ou trop proche de l'ATM vous empêche de correctement calibrer les 3 paramètres. Et comme on a dit, généralement, plutôt que de devoir hedger, on va dire deal par deal, on fait du macro hedge. Donc, par exemple, on va hedger un payeur 200 avec un payeur 100 ou avec d'autres produits. Et du coup, il faut comprendre comment ces produits-là de vol vont interagir entre eux. Et généralement, on cherche à les comprendre à travers les 3 paramètres. On va dire tel produit nous permet de diminuer l'euro, donc je vais l'acheter. Voilà. Et mal calibrer du coup ces 3 paramètres donne du coup une sensibilité qui n'est pas la bonne et peut induire un danger pour la banque. Donc, je vais vous montrer du coup maintenant les résultats. Donc, il faut comprendre que le JP, le gros intérêt est d'être dans une problématique de manque de données. Donc vraiment, dans des cas où vous n'avez pas énormément de données et où du coup, calibrer un modèle peut être compliqué. Donc là, le P représente, donc nous, on a pris des données de Bloomberg, on a en tout pratiquement 1000 données. On a divisé du coup notre data en 2 parties, hein, comme on fait régulièrement en machine learning, une partie training et une partie pour challenger la partie prédictive de l'algo. Le P, du coup, est le rapport en fait entre la partie training, la partie pour calibrer notre modèle, et pour pouvoir challenger la partie prédictive. Donc P égale 15, on récupère uniquement 15% des points de l'input pour calibrer le modèle.
Du coup, on challenge on compare les deux modèles, hein, notre benchmark et notre JP. On peut voir que les deux calibrent correctement. Une petite remarque, on peut voir que le JP calibre légèrement moins bien du coup que notre benchmark. C'est parfaitement normal et volontaire. Rappelez-vous, dans le JP, on avait introduit un paramètre qui était le bruit, qui avait deux raisons. Déjà, prendre en compte le fait que les données peuvent être bruitées. Donc, le bruit vous empêche en fait de calibrer parfaitement, volontairement, et en même temps, du coup, va réduire l'overfitting. Mettre du bruit vous permet d'améliorer le pouvoir prédictif de votre modèle. Enfin, nous, on travaille du coup avec des contraintes de non-arbitrage, des contraintes de forme, et le bruit nous permet de toujours respecter les contraintes de non-arbitrage. Quand vous retirez le bruit, le modèle ne pourrait pas parfaitement tolérer les contraintes de non-arbitrage. Il y a même, d'ailleurs, dans l'input, dans la data qu'on récupère, il y a des contraintes de non-arbitrage. Dans la plupart des données, vous rencontrez toujours des contraintes de non-arbitrage. Donc, voilà. Alors, pour le pouvoir prédictif, on peut remarquer maintenant que en haut, vous avez uniquement le pouvoir prédictif du coup du JP. À droite, du coup, par rapport au saber. On peut voir du coup que le JP performe bien mieux du coup que notre benchmark. Alors, on peut comprendre ce résultat à travers pratiquement deux arguments. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un environnement avec très peu de données, la plupart des modèles calibrent mal, les modèles de diffusion, j'entends. Ils n'ont pas été inventés pour être calibrés dans un environnement où il y a peu de données. Ce n'est pas leur but premier. La plupart des modèles, bon, là on a pris Saber, mais on peut étendre le raisonnement à d'autres modèles de diffusion. Et à chaque fois, ils auront des problèmes différents, mais quand même des problèmes. Donc, typiquement, dans un environnement où il y a très peu de données, pour le Saber, vous n'allez pas pouvoir avoir un point à gauche, un point au milieu et un point à droite, qui est le minimum pour pouvoir calibrer correctement nos trois paramètres. Donc là, on voit réellement du coup l'écart. Hein. Le gain est nettement accru plus on diminue le nombre de données pour pouvoir calibrer, et le gain tend à diminuer avec le nombre de données qu'on a en input. Un autre argument est quand on quitte en fait le domaine des prix observés. Typiquement, imaginons que vous récupérez des prix que entre 10 ans et 20 ans, prédire du 30 ans va très rarement donner des bons prix quand vous ne prenez pas en compte les contraintes de non-arbitrage. Et donc, la plupart des modèles, du coup, divergent et n'intègrent pas directement les contraintes de non-arbitrage. Et du coup, c'est là où on va récupérer des cas aberrants, que l'on ne récupère pas pour le JP, qui lui va toujours, de la manière dont il est fabriqué, être AOA. Voilà. Ah oui, et enfin, un dernier argument qui est le fait que le JP interpole globalement et non pas localement. Il récupère toute la donnée que vous lui donnez, il joue au niveau des dépendances par rapport au kernel qu'on a défini tout à l'heure. Il va regarder à partir de quand on est plus ou moins dépendant des points aux alentours, mais toujours dans un raisonnement global. La plupart des modèles, par contre, eux, vont être interpolés localement. Donc, typiquement, le Saber ne prend pas en compte les dépendances entre les maturités ou les ténors. Voilà. Alors, et un dernier point qu'on a voulu montrer. Alors, évidemment, le JP, du coup, est plus long à calculer. Et en même temps, la plupart des banques utilisent des modèles Saber ou des dérivés, hein, type SLV, il y en a d'autres. Et le but de l'étude est de ne pas jeter à la poubelle tous les modèles qui ont déjà été fabriqués. Par contre, on peut montrer, du coup, que calibrer directement les modèles avec l'output de JP accroît, du coup, les perfs du modèle. Donc là, en bas, vous avez le gain obtenu en calibrant du coup le Saber directement avec l'output du JP. Vous pouvez voir du coup pareil hein, que le gain croît. Moins vous avez de données, plus le gain va croître. Ce phénomène-là, c'est les mêmes avantages hein, qu'on avait tout à l'heure, et amplifié du fait que là, dans le tableau, on communique du coup une idée procurée par le JP du smile, et du coup, nous n'avons plus les défauts de n'avoir uniquement qu'une partie de la vol.
Alors maintenant, on va vous montrer qu'on peut utiliser la même idée pour pas mal d'autres domaines en marché. Pardon, je t'ai coupé au micro. Cette approche peut être appliquée dans d'autres contextes, hein, en finance, en actuariat. Euh, à partir du moment où on a une fonctionnelle des observations sur des prix, on cherche à reconstruire une fonctionnelle, on se donne comme information l'absence d'opportunité d'arbitrage, donc qui se traduit, comme on l'a vu, comme des contraintes, souvent comme des contraintes de monotonie, de convexité ou d'inégalité linéaire sur les prix. Donc, ces contraintes-là peuvent être incorporées dans notre méthodologie, hein, de régression GP contrainte. Et donc, on a pu appliquer en fait cette approche à d'autres cadres d'application. Donc, on a vu les swaptions. On peut utiliser cette approche pour reconstruire des courbes de taux. Ça peut être des courbes de taux OIS ou taux swap contre Euribor à différents ténors. Enfin, à partir du moment où on se donne sur tout le domaine ou une partie du domaine des contraintes d'absence d'arbitrage sur les prix des zéro coupons, on va pouvoir en fait se donner ces contraintes-là comme information. Donc ces contraintes, elles se traduisent comme la décroissance du prix des obligations zéro coupon. Alors on peut la contraindre, forcer cette contrainte sur une partie du domaine seulement. Quand on a des taux négatifs, on a tendance à avoir des prix zéro coupon qui ne sont pas décroissants, notamment pour les courtes maturités. Donc là, c'est l'exemple que vous avez en haut à gauche, hein, c'est pas les prix zéro coupon, hein, c'est les taux spot issus d'un crigeage contraint sur les prix zéro coupon. Donc on est parti en fait d'une égalité de marché, hein, de l'égalité d'équilibre de marché sur les zéro coupons. Donc on a observé les taux, les taux fixes OIS, les cotations des OIS pour différentes maturités à une date donnée. Et à partir de là, donc on avait pour certains points de la courbe des prix zéro coupon un système d'égalité linéaire qui était vérifié. D'accord. Donc ce système d'égalité linéaire, ben, il peut être, il rentre en fait dans ce framework, hein, puisqu'on a vu que les conditionnements linéaires fonctionnent pour ce cadre-là. Donc on a un système d'égalité linéaire sur les prix des zéro coupons, une contrainte de décroissance sur les prix des zéro coupons, et en appliquant la même méthodologie, en fait, une distribution a posteriori sur les prix des zéro coupons, la fonction prix zéro coupon. Donc là, c'est du 1D. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est la courbe des taux spot générés à partir de la distribution a posteriori sur les prix zéro coupon. Donc les prix zéro coupon, on peut en générer des trajectoires dans la distribution a posteriori. Et pour chaque trajectoire, on peut convertir ces prix zéro coupon en taux spot. Donc on va avoir une courbe des taux spot, ce que vous voyez là. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est ce qui est intéressant. Donc c'est déjà, en fait, pour chacune des simulations que vous avez, hein, donc les courbes grises, c'est des réalisations de la distribution a posteriori du GP contraint. En noir, c'est le mode, donc c'est le prédicteur qu'on a retenu. En pointillé rouge, c'est la courbe Nelson-Siegel-Svensson, donc c'est une courbe paramétrée avec 3 ou 4 paramètres qui est utilisée par les banques centrales, donc fitée sur les données. Donc la calibration n'est pas parfaite sur les données, puisqu'on là on avait une quinzaine d'observations et 3 ou 4 paramètres pour les deux versions de Nelson-Siegel. Et nos prédicteurs dans le GP contraint en noir avec les intervalles de confiance. Quelques réalisations et des intervalles de confiance que vous avez en pointillé noir. Donc, c'est des intervalles de confiance à 95%. Ce qu'on observe, c'est quand on est entre deux maturités standards, on a une incertitude qui est d'autant plus grande qu'on est éloigné des points d'observation, qui sont nos maturités standards. Et ce qu'on observe aussi, c'est que là, ce n'est pas de l'interpolation pure, parce qu'en fait, notre output, nos prix zéro coupon, en fait, ils ne sont pas solution d'une égalité comme en interpolation pure, mais sont solution d'un système linéaire. Donc, malgré tout, le poids est porté quand même par les maturités standards.
Donc, je vous donne un exemple d'application du JP pour un problème de construction de courbe de taux zéro coupon. Voilà. Après, ce que vous avez en dessous, c'est le même un exemple analogue, mais pour les CDS. Hein. Donc, comme vous observez des spreads de CDS pour différentes maturités, hein, pour un même émetteur, une même entité de référence. Vous avez entre 5 et 10 spreads à différentes maturités standards, maturité de protection de la dette d'un émetteur. Et grâce à ça, vous pouvez reconstruire en fait les probabilités de survie en fait d'un modèle de défaut. D'accord. Donc la distribution en fait du temps de défaut de l'émetteur ou les probabilités de survie, hein, qui doivent être décroissantes naturellement. D'accord. Donc là, toutes les courbes qui sont là, elles sont générées dans notre modèle JP contraint. Elles fit parfaitement les spreads observés, les cotations des CDS. Et ça permet de quantifier aussi l'incertitude entre deux maturités standards. Enfin, dernier exemple, donc le graphe que vous voyez en haut à droite, enfin sur la droite, donc c'est un exemple d'application sur des prix d'options equity. Donc là, c'est des puts. En rouge, donc c'est les prix des puts sur un indice. S&P 500 ou SX 500, SE 500, pardon. Donc en rouge, c'est les prix qu'on utilise pour l'entraînement du modèle JP. En noir, ceux qui sont non connus dans l'échantillon test. Et donc ce qu'on observe, voilà, c'est typiquement ce type de surface-là qui respecte les contraintes. Et ce qu'on a observé, c'est que incorporer ces contraintes permet de fitter en fait des prix qui sont en dehors du champ d'expérience. Hein. Le champ d'expérience, là, il est représenté par le nuage de points rouges. Et lorsqu'on sort du champ d'expérience, si on n'avait pas les contraintes d'absence d'arbitrage hein, sur les prix des options, hein, qui sont la croissance et la convexité en strike et la croissance en maturité. Donc, c'est des contraintes qui sont dans les deux directions, qu'on peut facilement incorporer dans le JP contraint. On aurait des surfaces qui extrapolent très très mal les données. Voilà. Et en plus de ça, on peut quantifier l'incertitude, notamment en extrapolation, mais aussi in sample. Alors, pour terminer, hein, il y a pas mal encore de manières d'améliorer le modèle. Alors, tout d'abord, nous, on a pris un bruit homogène. Donc, le problème, quand vous avez dans votre data un ordre de grandeur de prix qui diffère beaucoup trop, donc typiquement entre les faibles maturités et les longues maturités, vous n'allez pas avoir le même ordre de grandeur. Et du coup, étant donné que le bruit est le même pour tout le monde, vous allez bruiter de la même manière, y compris les faibles maturités. Bon, c'est pas très grave quand le bruit est faible, mais pour des bruits beaucoup plus gros, du coup, vous allez avoir beaucoup de mal à calibrer votre modèle. Alors, avoir des bruits hétérogènes, le problème, vous ne pouvez pas en mettre trop non plus, car vous allez ralentir votre modèle. On a vu calibrer un JP et la phase, on va dire, chronophage, et qui est le grand défaut de la méthode. De même, nous n'avons pas donné d'a priori par rapport au bruit. Nous avons dit, voilà, le bruit doit apprendre des données qu'on lui donne en input. On est en droit de dire quand même que le bruit doit être borné par un a priori. Dans la vraie vie, on ne peut pas tolérer que notre modèle diffère beaucoup trop des prix du marché. Donc, typiquement, une des manières de faire pourrait être d'utiliser du coup le bidoffer pour borner la valeur du bruit. C'est-à-dire, le bruit ne peut pas, nos quantiles générés par le modèle ne doivent pas aller au-delà du bidoffer. Alors, enfin, on a pu voir que le Y qu'on récupérait n'était plus un JP quand on lui mettait des contraintes de non-arbitrage. Un des problèmes est que du coup, on ne peut plus échantillonner le Y de manière convenable. Il n'y a plus de formule fermée pour pouvoir le faire. Une des méthodes que nous, on a appliquées est d'utiliser ce qu'on appelle du Hamiltonien Monte Carlo. On en parle dans l'article. Là, on a préféré ne pas l'évoquer. C'est une méthode de rejet. Et dans le cadre du JP, on peut avoir du coup un algorithme de rejet optimisé dans ce cas pratique, qui est du coup, j'entends bien, relativement rapide par rapport aux autres méthodes de rejet. C'est quand même un petit peu chronophage.
L'étude des quantiles, le fait de pouvoir échantillonner les Y, peut nous permettre en même temps de calculer des ABA, comme le coq. Là, nous, on cherche à prédire directement le prix d'un actif, mais on pourrait chercher à prédire le bid-offer. Et du coup, les quantiles, 90, représenteraient les ABA, donc le coq dans le domaine actuel. Et voilà, on a fini. Et on vous renvoie vers l'article. On est libre pour répondre à toutes vos demandes, hein. On peut échanger par mail et compléter, voire même, si jamais il y a vraiment des points que vous voulez qu'on vous approfondir, on pourra organiser une autre conf pour les développer. Est-ce que vous avez des questions? Sur les modèles de taux utilisés en banque, c'est plus du serveur, le modèle dans la presse qui fait le plus, ne se pas utiliser, c'est pas pour vous. Alors, à ma gauche, enfin, vous ne pouvez pas entendre du coup en physique, on a un petit problème de micro. À ma gauche, on me demande si on utilise du coup les modèles LMM dans les banques. Alors, pour le coup, ça dépend. En actuariat, on utilise beaucoup les modèles LMM. Dans les banques, moi, je le vois moins. Je pense que c'est du fait que c'est plus compliqué à calibrer. Et un des produits phares dans les banques, hein, c'est vraiment les produits base dépendants. Et du coup, on va privilégier plutôt des modèles type AJM qui permettent du coup d'avoir une volatilité locale forward. Enfin en gros, tous les Bermudas dépendent énormément de votre volatilité forward. Et du coup, des modèles qui permettent de projeter la volatilité sont beaucoup plus intéressants. Donc, on peut même imaginer des modèles à deux facteurs, du coup, avec la volatilité en facteur de risque. Mais du coup, c'est plus compliqué à calibrer, plus compliqué pour les calculs des Grecs et compagnie. Et vous avez testé ou pas la méthode versus Ouais, effectivement, donc en actuariat, pour la construction des courbes UOPA, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y a la méthode de construction de Smith-Wilson qui est utilisée pour reconstruire des courbes de taux zéro coupon à partir de swap contre Ribor. C'est une méthode alternative, effectivement, qu'on aurait pu comparer avec cette approche-là. Alors après, je pense qu'il y a des liens à faire entre les deux approches, parce qu'il y a aussi un petit peu une approche basée sur des kernels dans Smith-Wilson. On a des kernels, et puis on a surtout cette volonté de faire converger la courbe vers un ultimate forward rate. Donc on a un paramètre voilà, qui permet de faire cette convergence-là. Dans le crigeage, on aurait pu aussi, dans ce qu'on a présenté, hein, la régression de JP, on peut aussi imaginer une convergence vers un ultimate forward rate à un certain point. Donc ça rajouterait, en fait, comme si on a rajouté dans le problème une information supplémentaire. Et je pense que ça serait assez simple à incorporer. Du coup, avec le JP, vous avez une estimation des erreurs, enfin, vous pouvez estimer l'erreur pour combien de temps. Exactement, ça a des intérêts en fait du JP par rapport à d'autres approches d'interpolation comme les splines ou des approches basées sur des noyaux. On peut quantifier l'incertitude liée à l'estimation qui est faite de la surface. Donc, et là, comme on voit très bien, cette incertitude elle est d'autant plus grande qu'on est éloigné des observations. Quand on s'éloigne du champ d'expérience, on a d'autant plus d'incertitudes. Et les sorties, en fait, vont converger vers le prior, en fait. Plus on s'éloigne des observations, plus, en fait, les réalisations vont se comporter comme le prior. Et du coup, c'est en tout cas de Jackson, parce qu'il n'est pas Alors, Smith-Wilson, il n'y a pas de quantification d'incertitude, c'est juste une méthode basée sur des noyaux, il n'y a pas de possibilité de quantifier l'incertitude. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, encore une fois, du coup, l'étude n'est pas, on ne veut pas la ramener à un modèle. On a vraiment cherché à faire un cadre général, global.
Bon, on ne connaît pas tous les modèles, hein, évidemment, mais on juge que la plupart des modèles, étant donné que leur propriété première est d'avoir des formules fermées pour être calibrées et de pouvoir être projetés après pour faire du Monte Carlo, ils ne peuvent pas, en fait, la plupart vont avoir un défaut lié à la complétude de données. Nous, l'idée vraiment générale qu'on voulait développer est de dire que mettre du GMP en input avant permet de corriger un défaut pour pouvoir calibrer votre modèle. Il faut en même temps noter, on a oublié de le dire, mais utiliser du machine learning pour calibrer des modèles et on va dire au niveau académique, utiliser depuis déjà pas mal de temps. La plupart du temps, on utilise plutôt un environnement type, des modèles type réseau de neurones, deep learning. Mais nous, on a jugé moins pertinent dans l'étude, car les réseaux de neurones imposent en fait d'avoir énormément de données pour être calibrés. Le réseau de neurones est très faiblement interprétable. Donc, il y a des méthodes pour les rendre interprétables, mais de base, l'algorithme n'est pas interprétable. Et il fait appel à pas mal de, ce que moi j'appelle à dire d'experts, pas mal d'a priori, combien de couches, pas mal de paramètres. Et je jugeais que pour calibrer des modèles, c'était trop peu interprétable. Voilà. Mais pour dire que même l'idée d'utiliser du machine learning pour calibrer et améliorer le pouvoir prédictif des modèles est déjà courant dans la littérature. Eh bien, écoutez, très bien. Je pense qu'on va pouvoir clore la conf. Merci à toutes et à tous pour votre participation.